Les néons bourdonnaient d'un son grave, qui donnait la migraine contre les murs stériles du bureau. Le fil d'un aspirateur s'emmêlait autour des lourdes bottes de travail d'un homme fatigué. Un mauvais virage dans le couloir de la direction. Une porte en acajou non verrouillée. C'est tout ce qu'il a fallu pour qu'un agent d'entretien invisible percute la réalité lourdement gardée d'un milliardaire. Le nettoyant industriel au citron ne sentait pas le vrai citron. Il sentait les produits chimiques et le désespoir. Une odeur artificielle et piquante qui griffait le fond de la gorge de Thomas. Il traînait la lourde serpillière sur le marbre poli du 42e étage. Les mèches humides claquaient contre les plinthes avec un bruit sourd et rythmé. Il était 23h14, un mardi. La ville, derrière les baies vitrées, était une grille tentaculaire de lampadaires orange et de phares en mouvement. Mais à l'intérieur d'Apex Holdings, l'air était stagnant, froid, sec et filtré par des kilomètres de conduits en aluminium. Thomas s'arrêta pour s'appuyer sur le manche en aluminium de la serpillière. Le bas de son dos hurlait d'une douleur sourde et lancinante. Elle irradiait de sa colonne lombaire jusqu'à son genou droit. Il avait 34 ans, mais ses articulations en paraissaient 50. Son uniforme en polyester bleu foncé lui collait aux omoplates. Il était raidi par la sueur séchée et sentait légèrement le café froid. C'étaient les restes d'une tasse renversée qu'il avait nettoyée sur la moquette de la salle de pause il y a 3 heures. Il enfonça un pouce calleux dans son orbite, essayant de chasser la fatigue. Il ne pensait pas aux acquisitions de plusieurs milliards de dollars qui se déroulaient à ses étages pendant la journée. Il ne se souciait pas des parts de marché ou des cours de la bourse qui défilaient sur les écrans dans le hall. Thomas faisait du calcul mental. Le loyer était dû dans 4 jours. Il lui manquait 80 dollars. Les heures supplémentaires de ce soir en couvraient 40. S'il prenait un service au restaurant le week-end, cela ferait 50 de plus. Il resterait assez pour du lait, du pain et peut-être, juste peut-être, la recharge d'inhalateur pour l'asthme de Sarah. Sarah. La pensée de sa fille de 7 ans lui envoya un pincement familier et lourd dans la poitrine. Elle dormait en ce moment, recroquevillée sur le canapé floral affaissé dans l'appartement de Madame Gable, 2 étages en dessous du leur. Il imaginait la façon dont elle agrippait le bord de sa couverture en polaire, le léger sifflement de sa respiration quand le radiateur rendait l'air de l'appartement trop sec. Il détestait la laisser là. Il détestait la pitié dans les yeux de Madame Gable, quand il lui tendait une liasse de billets de 5 dollars froissés chaque vendredi. Mais un père célibataire, avec un diplôme de fin d'études secondaires et un mauvais genou, n'avait pas le luxe de la fierté. Thomas souleva le lourd seau en plastique, l'eau sale clapotant contre le bord, et se dirigea vers l'ascenseur de service. La roue grinçait d'un son aigu et irritant qui résonnait dans le couloir vide. Il passa son badge sur le lecteur. Un bip sec, une lumière verte. Les portes s'ouvrirent. Sa feuille de route, froissée dans sa poche arrière, disait qu'il devait finir le 42e étage et pointer. Mais le responsable de nuit, un homme perpétuellement en sueur nommé Greg, avec un presse-papier et un complexe, l'avait attrapé dans le vestiaire. Le dernier étage a besoin d'un coup de balai, Tommy. Quelqu'un a laissé du désordre dans la salle de réunion. Ne touche pas au bureau dans le bureau principal. Vide juste les poubelles et sors de là. Le 50e étage, la suite penthouse, le domaine d'Evelyn Croft. Même l'équipe de nuit parlait de la présidente directrice générale à voix basse et avec cynisme. Elle n'était pas juste une patronne. Elle était un concept abstrait de pouvoir. Une femme qui démantelait les startups technologiques en faillite, les vendait en pièces détachées et licenciait des milliers de personnes sans sourciller. Thomas l'avait vue une fois, il y a des mois. Elle était passée devant lui dans le hall, entourée d'hommes en costumes impeccables. Il se souvenait du claquement sec de ses talons contre le granit, de la légère odeur de quelque chose de chair et de floral, de la bergamote peut-être, et du cèdre froid. Elle ne l'avait pas regardé. Pour elle, il faisait juste partie de l'architecture, un accessoire mobile en chemise bleue tenant un sac poubelle. C'est ainsi qu'il préférait les choses. L'invisibilité était une sécurité. L'invisibilité signifiait qu'il gardait son emploi. L'ascenseur sonna doucement. Les portes s'ouvrirent sur le 50e étage et l'atmosphère changea instantanément. En bas, la moquette était fine et industrielle, conçue pour résister à des milliers de chaussures. Ici, la moquette était un tapis moelleux gris anthracite qui absorbait entièrement le son de ses bottes.
L'éblouissement fluorescent était remplacé par un éclairage encastré chaleureux. Il projetait des ombres douces sur des murs lambrissés, en véritable acajou, pas en plaquage. Thomas laissa le seau et la serpillière dans le vestibule. Il détacha le lourd sac poubelle noir de sa ceinture et attrapa son chiffon en microfibre. Son pouls s'accéléra légèrement. Il n'était pas censé être ici. Il détestait être dans les espaces de la direction. C'était comme entrer par effraction dans un musée où l'on ne pouvait s'offrir aucun objet. Il marcha dans le couloir silencieux. L'air ici sentait différemment. Pas l'ozone et le café froid, mais le cuir cher, l'huile de citron et la légère trace persistante d'ozone des serveurs haut de gamme. La salle de réunion fut facile. 3 gobelets en carton froissé, une pile de documents déchiquetés et un tableau blanc effacé. Il noua le sac poubelle, le plastique froissant bruyamment dans le silence de mort de la pièce. Il vérifia sa montre. 23h45. S'il se dépêchait, il pourrait prendre le bus de minuit 10, s'épargner 1,5 km de marche sous le grésil, et être au lit à 1h du matin. Il sortit de la salle de réunion et regarda au bout du couloir la dernière porte. Evelyn Croft, présidente directrice générale. La plaque de laiton captait la faible lumière. La porte était fermée, mais pas verrouillée. Une fine fente de lumière jaune s'échappait de l'entrebâillement, se déversant sur la moquette anthracite. Thomas hésita. Les responsables disaient toujours que son bureau était interdit, sauf sur demande spécifique. Mais Greg avait dit de vider les poubelles. S'il laissait la poubelle pleine dans le bureau de la PDG, Greg réduirait sa paye. S'il entrait et dérangeait quelque chose, il pourrait être renvoyé. Il resta là pendant 5 secondes, la mâchoire serrée, pesant le risque. Le bâtiment était vide. La sécurité avait fait partir les cadres il y a des heures. Elle était probablement partie depuis longtemps, la lumière laissée allumée par un assistant négligent. Il tendit ses doigts rugueux et calleux, agrippant la poignée de porte en laiton froid. Il la poussa, s'attendant au silence caverneux d'un tombeau de dirigeants. La lourde porte en chêne pivota sur des charnières silencieuses. Thomas fit un pas en avant, le sac poubelle noir bruissant contre sa jambe. Ses yeux se concentrèrent sur le sol pour localiser la corbeille à papier. Il ne leva pas les yeux immédiatement. Il vit une paire de talons aiguilles noirs jetés au hasard sur le tapis perçant. Puis une flaque de tissu sombre, une veste de tailleur jetée sur le bras d'un fauteuil en cuir. « Je vous avais dit de le laisser sur le bureau, Marcus, » dit une voix. C'était une voix de femme, basse, rauque, teintée d'un épuisement dangereux. Thomas se figea. Son cœur martela ses côtes, un coup violent qui lui coupa le souffle. Il releva brusquement la tête. Evelyn Croft se tenait à 3 mètres de lui, baignée dans la lueur d'une unique lampe de bureau en laiton. Elle n'était pas assise derrière son immense bureau en verre. Elle était debout au milieu de la pièce, et elle était à moitié nue. Le chemisier en soie coûteux et impeccable qu'elle devait porter toute la journée était déboutonné, glissant d'une épaule pâle. Mais ce n'est pas ça qui paralysa Thomas. C'était le fait que ses mains étaient tordues dans son dos. Ses doigts s'efforçaient de dégrafer quelque chose de serré et de mécanique enroulé autour de son torse. C'était un corset médical rigide et robuste. D'épaisses sangles de toile noire et des baleines en métal serraient fermement ses côtes et le bas de sa colonne vertébrale. Tandis qu'elle bougeait, sa peau se déplaçait en dessous, révélant un paysage de bleu marbré et laid. Des violets profonds et des jaunes maladifs se fondant dans la peau pâle de sa cage thoracique. Thomas ne bougea pas. Il ne respira pas. Le sac poubelle dans sa main semblait peser 50 kilos, tirant son bras vers le bas. Son cerveau court-circuita. Une panique primitive et terrifiée, noyant toute pensée rationnelle. « Je suis viré. Oh mon Dieu, je vais tout perdre. » Evelyn tourna la tête, irritée par le manque de réponse. Elle s'arrêta. Elle ne cria pas. Elle ne sursauta pas pour se couvrir comme une femme dans un film de série B. Ses mains tombèrent simplement des fermoirs du corset, le long de son corps. Pendant 3 secondes insoutenables, le silence dans la pièce fut absolu. Le faible bourdonnement du trafic de la ville, 50 étages plus bas, sembla disparaître. Thomas la dévisageait, Evelyn le dévisageait. Ses yeux étaient sombres, injectés de sang dans les coins, encadrés par des mèches de cheveux noirs qui s'étaient échappées d'un chignon sévère. Son visage était un masque de calcul froid et terrifiant. Elle regarda son uniforme bon marché. Elle regarda son visage, pâle et aux yeux écarquillés sous le bord de sa casquette bleue. Elle regarda le sac poubelle pendant au bout de son poing tremblant.
Vous n'êtes pas Marcus, affirma-t-elle. Sa voix n'était pas forte, mais elle trancha la pièce comme un scalpel. Thomas étouffa. Sa gorge était du papier de verre. Je suis désolé. La porte. Le responsable m'a dit de... Il recula, son talon se prenant dans le bord du tapis perçant. Il trébucha, retrouvant maladroitement son équilibre. Il garda les yeux fixés sur son visage, terrifié que s'il baissait les yeux, si son regard se déplaçait, ne serait-ce que d'1 centimètre vers les bleus sur ses côtes, ou le corset mécanique qui serrait son torse, elle le ferait arrêter. « Sortez, dit-elle. » L'ordre était plat, dénué d'émotion. « Je ne savais pas que vous étiez là, » balbutia Thomas, la poitrine serrée par la panique. La pensée des $80 dont il avait besoin pour le loyer disparut, remplacée par l'image terrifiante d'un avis d'expulsion. « Je vous jure, madame, je n'ai rien vu. Je vidais juste les poubelles. »« J'ai dit, » répéta Evelyn, son ton baissant d'une octave. « Sortez. » Thomas n'attendit pas. Il tira la lourde porte en arrière, manquant de trébucher sur ses propres pieds en se précipitant dans le couloir. La porte claqua avec un clic lourd et final, le laissant seul dans le couloir sombre. Il s'appuya contre le mur lambrissé d'acajou, sa respiration saccadée, forte à ses propres oreilles. Une sueur froide avait perlé sur son front. Le chiffon en microfibre glissa de ses doigts, atterrissant sans bruit sur la moquette moelleuse. Stupide, stupide, stupide. Il ferma les yeux, pressant les paumes de ses mains contre ses tempes. Il venait de surprendre la PDG d'Apex Holdings. Il avait vu quelque chose qu'elle ne voulait clairement pas que quiconque voie. Une milliardaire ne porte pas un corset costal robuste, à moins que quelque chose n'aille profondément, fondamentalement mal. Et les gens avec autant d'argent n'aiment pas que des gens comme Thomas connaissent leurs secrets. Il attendit le son d'un téléphone qui sonne. La voix étouffée d'Evelyn Croft, appelant la sécurité pour faire escorter le concierge indiscret hors du bâtiment et lui retirer son badge. 1 minute passa, puis 2, rien. Le couloir resta silencieux. Thomas se pencha lentement et ramassa son chiffon. Ses mains tremblaient encore. Il se retira vers l'ascenseur, sprintant presque, les roues de son seau criant, alors qu'il le traînait vers la baie de service. Il devait pointer. Il devait partir avant que la sécurité ne descende au vestiaire du sous-sol. Au moment où il atteignit l'air froid et mordant de la rue, le grésil s'était transformé en pluie verglaçante. Thomas resserra sa fine veste autour de son cou et commença à marcher vers l'arrêt de bus. Son mauvais genou le lançait à chaque pas. Il rejoua la scène dans sa tête, ses yeux froids et injectés de sang, les bleus sombres qui fleurissaient sur ses côtes, la prise mécanique et brutale du corset. Elle n'avait pas eu l'air embarrassée, elle avait eu l'air acculée, comme un loup pris dans un piège d'acier, attendant de voir si le chasseur lèverait son fusil. Thomas monta dans le bus de minuit vide, payant son ticket avec des doigts gelés. Il s'affala sur un siège en plastique près de l'arrière, regardant les lumières floues de la ville s'étaler sur la vitre mouillée de pluie. Il se dit que c'était fini. Un accident. Une erreur administrative dans la tournée du responsable de nuit. Demain, il trouverait probablement son badge désactivé. Il devrait supplier Greg pour un chèque d'indemnité, emprunter sur les courses du mois prochain, et trouver un autre poste de nuit à récurer des toilettes pour le salaire minimum. Il appuya sa tête contre la vitre vibrante du bus, le moteur diesel grondant sous lui. Il ne savait pas que 50 étages plus haut, dans un bureau sentant la bergamote et l'argent ancien, Evelyn Croft était assise dans son fauteuil en cuir dans le noir, le corset défait, posé sur son bureau. Chelait un verre de scotch sec, regardant la porte et mémorisant la nuance exacte de panique terrifiée et désespérée qu'elle avait vue dans les yeux du concierge. Le réveil sonna à 16h30. Ce n'était pas un carillon numérique. C'était un vieux cliquetis mécanique qui vibrait contre le plaquage écaillé de la table de nuit. Thomas abattit sa main sur le bouton en plastique, sa paume le piquant. Il resta allongé dans la pénombre de la chambre, fixant la tache d'humidité au plafond. Elle ressemblait à un continent déformé. Son genou pulsait au rythme de son cœur, un compagnon sourd et familier. Il écouta. Depuis le salon, il entendit le faible sifflement aigu de la respiration de Sarah. Elle coloriait, le grattement d'un crayon de cire sur du papier d'imprimante bon marché. Thomas se traîna hors du lit. Il ne se sentait pas reposé. La panique de la nuit dernière s'était calcifiée en une angoisse lourde et plombée dans son estomac. C'était le jour J. Il entrerait dans Apex Holdings, passerait son badge en plastique, et la lumière clignoterait en rouge.
La sécurité l'intercepterait. Il lui remettrait une boîte en carton avec ses bottes de travail de rechange et son thermos, et il le raccompagnerait jusqu'au trottoir. Il passa 20 minutes sous la douche, laissant l'eau tiède battre contre sa nuque, essayant de laver le sentiment de ruine imminente. Il prépara un bol de céréales de maïs générique pour Sarah. Il lui prépara un déjeuner avec les talons de la miche de pain. « Papa, tu as l'air gris. » dit Sarah, la bouche pleine de céréales. Ses petites jambes se balançaient contre le barreau de la chaise de cuisine. « Juste fatigué, ma puce, » mentit-il, forçant un sourire crispé. Il l'embrassa sur le front. Sa peau était un peu trop chaude. Il déglutit difficilement, refoulant la terreur. À 22 heures, Thomas se tenait sous le grésil, devant le monolithe de verre d'Apex Holdings. Il remonta son col, fixant les portes tournantes. Il se sentait comme un homme marchant vers la potence. Il entra. Le hall était une caverne de granit poli et d'air pulsé, sentant la cire et l'ozone. Il s'approcha du tourniquet des employés. Sa main tremblait en sortant le cordon de sa poche. Il pressa la carte en plastique contre la vitre noire du lecteur. Bip, la diode clignota en vert. La barre métallique céda. Thomas cligna des yeux. Il passa, le cœur battant la chamade. Un bug. Les ressources humaines n'avaient pas encore traité le licenciement. Il descendit jusqu'au vestiaire du sous-sol. L'air sentait la laine humide et l'eau de javel industrielle. Greg se tenait près de la pointeuse, son presse-papier coincé sous une aisselle moite. Greg leva les yeux, plissant le regard en apercevant Thomas. « Ça y est, Thomas, » grogna Greg, se rongeant un ongle. « Laisse le chariot. » Thomas s'arrêta, la main planant au-dessus de la molette de son casier. « Écoute, Greg, à propos d'hier soir, je peux expliquer. »« Je m'en fiche, » l'interrompit Greg, l'air visiblement mal à l'aise. Il pointa un doigt boudiné vers le plafond. « Tu n'es pas de service aux étages ce soir. On te demande en haut, au 50e. » Le sol se déroba sous les pieds de Thomas. L'étage de la direction. Ils ne se contentaient pas de le virer. Ils allaient faire de lui un exemple. « Qui ?» demanda Thomas, la voix rauque. « L'assistant, Monsieur Hayes. Il a dit que tu devais monter directement. Ne pointe pas. Vas-y, c'est tout. » Greg se détourna, marmonnant quelque chose sur le syndicat dans sa barbe. Thomas laissa sa casquette sur le banc. Il se dirigea vers l'ascenseur de service, le silence assourdissant. La montée dura exactement 42 secondes. Il les compta. Les portes s'ouvrirent. La moquette anthracite absorba à nouveau ses pas. L'air était froid, sentant la même bergamote et le même cèdre coûteux. Un homme dans un costume gris impeccable l'attendait dans le vestibule. Monsieur Hayes. Il ressemblait à un mannequin sculpté dans la glace. « Thomas, » dit Hayes. Ce n'était pas une question. « Suivez-moi. » Hayes ne le conduisit pas à un bureau de la sécurité. Il le mena dans le couloir principal, passant devant la salle de réunion vide, directement jusqu'à la lourde porte en acajou avec la plaque de laiton. Evelyn Croft. Hayes ouvrit la porte et fit signe à Thomas d'entrer. Puis Hayes referma la porte derrière lui. Le bureau semblait différent sous la lumière ambiante de la ville qui brillait à travers les immenses fenêtres. Il était immaculé, intimidant. Evelyn Croft était assise derrière la vaste étendue de son bureau en verre. Elle portait un blazer noir sur mesure, sa posture incroyablement rigide. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Elle regardait une tablette, son visage illuminé par la dure lumière bleue. Elle ne leva pas les yeux quand il entra. Thomas se tenait sur le tapis perçant. Le silence s'étira, tendu comme une corde de piano. Il pouvait entendre le faible bourdonnement du système de ventilation. Il déplaça son poids, son mauvais genou le lançant. « Je suis désolé », lâcha Thomas, les mots ayant un goût de cuivre dans sa bouche. « Je sais que je n'étais pas censé être ici. Je suis désolé d'avoir vu. Asseyez-vous, » le coupa-t-elle. Thomas ferma la bouche d'un coup sec. Il regarda les fauteuils en cuir blanc en face de son bureau. Il hésita, parfaitement conscient de la saleté sur son pantalon de travail. Il s'assit sur le bord du coussin, le dos raide. Evelyn leva enfin les yeux. Son regard était perçant, dépourvu de l'épuisement de la veille. Mais la peau sous ses yeux semblait meurtrie, lourdement dissimulée par le maquillage. « Vous n'avez pas couru voir la presse, » dit-elle. C'était une affirmation. « Non. Vous n'en avez pas parlé à votre responsable. »« Non. Pourquoi ?» Thomas la fixa. La question ressemblait à un piège. « Parce que j'ai besoin de ce travail. Je nettoie des toilettes pour 15 $ de l'heure.
Si je parle de la PDG, je me fais virer. J'ai un loyer. J'ai un enfant. Je ne peux pas me permettre de me soucier de vos secrets. » C'était la chose la plus honnête qu'il ait dite depuis des années. La crudité de ses mots flottait dans l'air. Evelyn soutint son regard. Elle ne cilla pas. Puis elle plongea la main dans un tiroir de bureau et en sortit un dossier en manille. Elle le jeta sur le bureau en verre. Il glissa jusqu'à s'arrêter à quelques centimètres des mains de Thomas. « J'ai demandé à Hayes de faire une vérification de vos antécédents ce matin. Thomas Miller, 34 ans, démobilisé avec les honneurs de l'infanterie médicale. Vous vous êtes bousillé le genou lors d'un exercice d'entraînement. Père célibataire, endetté auprès d'une clinique locale pour des traitements pédiatriques contre l'asthme. Cote de crédit dans les 500. Pas de casier judiciaire. Désespéré. » Thomas sentit son visage rougir de honte et d'une colère soudaine. Ses mains se crispèrent en poing sur ses cuisses. « Vous n'avez pas le droit de... »« J'ai eu un accident d'hélicoptère il y a 4 mois, » dit Evelyn. Le changement soudain de sujet freina net sa colère. Elle se pencha en arrière dans son fauteuil. Le mouvement était douloureusement lent, prudent. Erreur de pilotage. Nous nous sommes écrasés durement dans les cascades. La presse pense que j'étais en retraite spirituelle à Kyoto. Le conseil d'administration pense que j'ai eu un petit accident de ski. La réalité, c'est que je me suis fracturé 3 vertèbres et brisé 4 côtes. Thomas ne dit rien. L'image du corset mécanique lui revint en mémoire. Les vilains bleus marbrés. Le conseil cherche le sang, continua-t-elle, sa voix plate, clinique. Apex Holdings est au milieu d'une OPA hostile sur une entreprise de logistique. Si les actionnaires découvrent que la PDG est maintenue par de la toile et du métal, incapable de s'asseoir plus de 2 heures sans analgésique narcotique, l'action va chuter. Ils invoqueront une clause médicale dans mon contrat et me mettront à la porte d'ici vendredi. « Pourquoi me dites-vous ça ?» demanda Thomas, sa voix à peine un murmure. « Parce que je paye 3 médecins privés, tout un équipage de vol et une clinique privée pour qu'ils se taisent. Mon assistant personnel, Hayes, gère mon emploi du temps pour cacher ma kinésithérapie. Mais Hayes pèse 60 kilos tout mouillé. Il ne peut pas m'aider à sortir d'une voiture quand ma colonne vertébrale se bloque. Il ne peut pas serrer un corset thoracique. » Elle se pencha en avant, posant ses coudes sur le bureau. Elle grimaça, un resserrement minuscule, presque imperceptible de sa mâchoire. « J'ai besoin de quelqu'un de discret, quelqu'un qui est complètement en dehors de mon cercle d'entreprise, quelqu'un qui a tellement besoin d'argent qu'il fera exactement ce que je dis, quand je le dis, et ne posera jamais de questions. » Elle regarda ses mains sales. « J'ai besoin d'un assistant personnel. » Thomas la dévisagea. « Vous voulez que je sois votre infirmier ? Je veux que vous soyez mon ombre, » corrigea-t-elle. « Vous conduisez la voiture privée. Vous portez les sacs. Vous vous tenez dans les coins des salles de gala avec mes médicaments. Et quand mon dos lâche, vous me tenez debout pour que les caméras ne me voient pas tomber. » Thomas laissa échapper un souffle court et cynique. « Je suis un concierge. J'ai un mauvais genou. Vous étiez dans l'infanterie. Vous savez comment porter un poids mort. » Elle tapota le dossier. « Je vous paierai 3 000 $ par semaine en espèces. Vous bénéficierez d'une assurance médicale d'entreprise complète pour vous et votre fille, avec effet immédiat. 3 000 par semaine. Une assurance médicale. » Les chiffres frappèrent Thomas comme un coup physique. C'était plus que ce qu'il gagnait en 3 mois. C'était un nouvel appartement. C'étaient les inhalateurs coûteux, les médecins spécialistes. Le poids écrasant de la pauvreté qui l'étouffait depuis 5 ans se fissura soudain, laissant entrer une lueur d'air aveuglante et terrifiante. « Quel est le piège ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Vous m'appartenez, dit Evelyn, les yeux morts de sérieux. Pas de jour de congé jusqu'à la clôture de la fusion dans 6 semaines. Si vous faites une erreur, si vous parlez, si vous me regardez avec pitié, je vous anéantirai. Je m'assurerai que vous ne puissiez même pas trouver un travail de balayeur dans cette ville. » Thomas regarda la milliardaire. Il vit l'arrogance froide, le contrôle impitoyable. Mais sous le bord de son col, il vit la faible empreinte de la sangle de toile qui s'enfonçait dans sa clavicule. Elle était terrifiée. Elle se vidait de son sang dans un bassin de requin, payant le premier paysan venu pour lui servir de garrot. Il ne l'aimait pas. Il ne voulait pas faire partie de son monde. « Quand est-ce que je commence ?» demanda-t-il. La transition fut violente. Le mercredi, Thomas récurait des urinoirs. Le vendredi, il portait un costume noir sur mesure, qui coûtait plus cher que sa voiture, debout à côté d'un SUV blindé noir dans le garage souterrain de la direction.
Le costume n'allait pas bien à sa carrure. Il était taillé, mais Thomas avait les épaules larges et carrées d'un ouvrier, et la laine tirait sur son dos. Le col lui grattait le cou. Il se sentait comme un chien qu'on aurait forcé à porter un pull. Les 2 premières semaines furent une leçon exténuante sur la logistique brutale de l'immense richesse. Evelyn Croft ne vivait pas une vie. Elle menait une campagne militaire. Sa journée commençait à 5 heures du matin et se terminait après minuit. Elle se déplaçait entre des salles de réunion en haut des gratte-ciel, des restaurants privés sentant la truffe et le cigare froid, et un appartement penthouse qui ressemblait plus à un musée qu'à une maison. Thomas était la machinerie invisible qui la maintenait debout. Il apprit les signaux subtils. Quand sa main gauche agrippait le bord d'une table si fort que ses jointures devenaient blanches, cela signifiait que la douleur nerveuse dans sa colonne vertébrale s'intensifiait. Quand sa voix tombait à un murmure terrifiant de calme pendant les négociations, cela signifiait qu'elle luttait contre une vague de nausées due aux analgésiques. Leur dynamique n'était pas amicale. Elle était transactionnelle, abrasive et chargée d'un ressentiment mutuel silencieux. Plus lentement sur les dos d'Anne, Miller, lança-t-elle depuis la banquette arrière du SUV un mardi pluvieux. « Je ne vous ai pas engagé pour tester la suspension. La suspension va bien, » répondit Thomas en agrippant le volant. « La ville n'a pas refait cette route depuis les années 90. Voulez-vous que je change d'itinéraire et que vous arriviez avec 10 minutes de retard à la réunion sur les acquisitions? Je veux que vous fassiez votre travail sans les commentaires. » rétorqua-t-elle, la voix tendue par la douleur. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Elle avait les yeux fermés, une main pressée fort contre ses côtes inférieures. Son visage était gris sous les lampadaires qui défilaient. Thomas sentit une lueur de quelque chose, pas de la pitié. Il savait qu'il ne fallait pas, mais une sombre solidarité. La douleur est la douleur. Elle ne se soucie pas des zéros sur votre compte en banque. Le plus dur n'était pas la conduite, c'était les soirées. Quand les portes de son penthouse se verrouillaient enfin, la façade de la PDG s'effondrait. Sans les yeux du conseil d'administration sur elle, l'adrénaline s'évaporait, ne laissant que les débris brisés de son corps. C'est au cours de la 3e semaine que la frontière entre eux a fondamentalement changé. Il venait de rentrer d'un dîner brutal de 4 heures avec des investisseurs européens. Evelyn entra dans le hall, ses mouvements raides, robotiques. Elle atteignit le bord du canapé en velours avant que ses jambes ne cèdent tout simplement. Thomas la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. Il la saisit sous les bras, ses lourdes bottes se calant contre le parquet. Elle eut un hoquet, un son aigu et rauque d'agonie, ses ongles s'enfonçant dans les manches de sa veste de costume. Elle sentait le champagne cher et la sueur froide. « Non » siffla-t-elle entre ses dents serrées, essayant de le repousser. « Je peux tenir debout. »« Non, vous ne pouvez pas » dit Thomas, sa voix prenant le ton plat et autoritaire qu'il utilisait à l'armée. Il ne demanda pas la permission. Il la souleva, son mauvais genou hurlant de protestation, et la porta jusqu'à la chambre principale. Il la déposa sur le bord de l'immense lit, au drap de soie. Elle tremblait violemment, sa respiration courte et paniquée. « Le corset » haleta-t-elle en montrant ses côtes. « Il est bloqué. Le fermoir est coincé. » Thomas s'agenouilla devant elle. La proximité physique était déconcertante. Pendant une semaine, elle avait été une voix donnant des ordres depuis la banquette arrière. Maintenant, il était à quelques centimètres de son visage. Il pouvait voir les ridules autour de ses yeux, l'épuisement gravé sur sa peau. Il passa la main sous l'ourlet de son blazer, ses doigts rugueux et calleux effleurant la soie coûteuse de son chemisier. Il trouva les fermoirs en métal froid du corset thoracique. C'étaient des cliquets robustes, du genre utilisé dans les traumatismes orthopédiques graves. Le mécanisme de verrouillage du côté gauche s'était tordu vers l'intérieur, s'enfonçant brutalement dans la chair meurtrie de ses côtes. « Je dois forcer » dit Thomas en la regardant. « Ça va faire mal. » Evelyn le fixa, les yeux grands ouverts, terrifiée et entièrement humaine. Elle hocha la tête une fois. Thomas agrippa le levier métallique. Il appuya son avant-bras contre la toile rigide, en prenant soin de ne pas appuyer sur sa peau. Il tira. Le métal résista, puis céda, avec un claquement sec. Evelyn laissa échapper un sanglot étouffé, son front tombant lourdement contre l'épaule de Thomas. Il se figea. Il était un concierge. Elle était une milliardaire. Il était parfaitement conscient de son déodorant bon marché et de l'odeur persistante d'échappement sur ses vêtements. Mais il ne se recula pas. Il resta parfaitement immobile, la laissant respirer,
la laissant cacher son visage contre sa veste de costume bon marché. Lentement, prudemment, il délaça le reste du corset. Il retira la lourde toile humide de sueur de son torse et la posa sur le sol. Elle se rassit, resserrant son chemisier sur sa poitrine, sa respiration ralentissant. Le silence dans la chambre était épais, lourd de la vulnérabilité du moment. « Merci », murmura-t-elle, en regardant le mur plutôt que lui. « De rien », dit Thomas. Il se leva, son genou craquant bruyamment dans la pièce silencieuse. Il se tourna pour partir, mais il entendit un bruissement de papier. Il se retourna. Evelyn tenait un morceau de papier plié qui était tombé de la poche de son costume quand il s'était agenouillé. C'était un dessin, des bonshommes allumettes au crayon de cire. Un grand homme en bleu, une petite fille avec un ballon vert. Evelyn regarda le dessin, son pouce effleurant les lignes déchiquetées du crayon. « Sarah ?»« Oui » dit Thomas, ressentant une soudaine et féroce protection. Il tendit la main et prit le papier de ses mains. « Ma fille, est-ce que… » Evelyn hésita, le tranchant de l'entreprise ayant entièrement disparu de sa voix. « Est-ce que l'assurance couvre les traitements ?»« Oui » dit doucement Thomas. « Elle a eu les bons inhalateurs lundi. Elle n'a pas sifflé depuis 3 jours. » Evelyn le regarda vraiment. Elle vit les cernes sous ses yeux, la tension permanente dans ses épaules. Elle vit un homme qui vendait son âme et sa dignité pour maintenir un enfant en vie. « Bien » dit-elle doucement. « Assurez-vous que Hayes vous programme un jour de congé dimanche. Vous devriez l'emmener au parc. » Thomas le fixa, surpris. Il hocha lentement la tête. « Bonne nuit, Madame Croft. »« Evelyn » dit-elle à son dos, alors qu'il sortait. « Quand nous sommes seuls, Miller, c'est Evelyn. » Le Metropolitan Museum sentait les lys blancs, le gin cher et l'arrogance suffocante de l'argent ancien. C'était le dernier obstacle social avant la fusion logistique. Thomas se tenait près d'un pilier de marbre, le col de son smoking de location lui grattant le cou. Ses yeux restaient fixés sur Evelyn. Elle portait une robe émeraude à taille haute, méticuleusement structurée pour cacher le corset rigide en toile en dessous. Elle tenait une flûte de champagne qu'elle ne buvait pas. Elle était debout depuis 3 heures. Thomas regarda sa main gauche se diriger vers une table haute de cocktail. Ses doigts agrippèrent la nappe en lin. Ses jointures devinrent blanches comme un os. Elle est en train de flancher. Richard Caldwell, un membre prédateur du conseil d'administration, s'approcha d'elle avec 2 associés. Il souriait. Mais c'était le sourire de loup testant une clôture fragile. Si elle montrait de la vulnérabilité maintenant, il mettrait la fusion en pause. Ils exigeraient un examen médical et la forceraient à partir. Thomas n'attendit pas de signal. Il bougea. Il traversa la foule, se plaçant en douceur à la gauche d'Evelyn, interposant sa large carrure entre elle et Caldwell, juste au moment où l'homme ouvrait la bouche. « Madame Croft » dit Thomas, sa voix plate et assez forte pour interrompre. « Les opérations de Tokyo sont en ligne 1. Ils ont besoin d'une autorisation immédiate sur l'acheminement du fret. » Caldwell fronça les sourcils. « Nous sommes au milieu d'une discussion, jeune homme. » Thomas le regarda sans ciller. « Je m'excuse, monsieur. Tokyo n'attendra pas. Madame Croft. » Il lui offrit son bras. Au moment où sa main se posa sur sa manche, Thomas sentit le degré terrifiant de son épuisement. Elle était pratiquement en chute libre. Il prit 90% de son poids, l'éloignant des prédateurs, hors de la grande salle et dans un couloir sombre. Il poussa la lourde porte d'un vestiaire vide et la verrouilla. Evelyn s'effondra immédiatement contre le mur. La flûte de champagne se brisa sur le carrelage. Elle glissa au sol, haletante, ses ongles s'enfonçant dans la soie sur ses côtes. Des larmes de pure agonie humiliante ruinèrent son maquillage. « Je ne peux pas » s'étouffa-t-elle. L'os bouge. Thomas tomba à genoux dans le verre brisé. Il se fichait du smoking. Il sortit un pilulier en argent de sa poche, décapsula une bouteille d'eau d'un chariot de traiteur et lui tendit 2 comprimés blancs. Elle les avala à sec avec des mains tremblantes. Thomas s'assit à côté d'elle sur le sol, ramenant ses genoux vers lui. La pièce sentait la laine humide, le parfum lourd et le vin renversé. « Vous m'avez sauvé » murmura-t-elle au plafond sombre. « J'ai fait mon travail » répondit Thomas en fixant ses bottes. « Non » dit Evelyn, sa voix complètement dépouillée de son armure d'entreprise. « Vous m'avez vu me noyer et vous m'avez sorti de l'eau. » Thomas la regarda. « Nous essayons juste de survivre tous les deux, Evelyn. Vos monstres portent juste de plus beaux costumes que les miens. 6 mois plus tard, le corset en toile avait disparu.
La fusion avait rendu Apex Holdings intouchable. Thomas n'est pas retourné pousser un seau et une serpillière. Il avait un titre fictif, directeur de la logistique exécutive, et un vrai bureau au 49e étage. Il détestait toujours le monde de l'entreprise. Evelyn était toujours une PDG impitoyable et exigeante qui licenciait les gens sans ciller. Ils se disputaient constamment. Mais alors que Thomas ramenait sa fille à la maison dans une berline raisonnable un vendredi après-midi ensoleillé, Sarah respirant facilement, bavardant joyeusement sur les dinosaures, son téléphone vibra dans le porte-gobelet. « Emmène-la manger une glace. » Mets ça sur la carte de l'entreprise. Thomas laissa échapper un rire court et sincère. Il jeta le téléphone sur le siège passager et alluma la radio. La ville ne semblait plus si terrifiante. Parfois, les fantômes dans la machine finissent par entrer dans la lumière. Cette histoire brute et inattendue vous a-t-elle captivé? Parfois, les liens les plus forts se créent lorsque les masques finissent par se fissurer. Si vous avez aimé le parcours de Thomas et Evelyn, d'étrangers à alliés improbables, appuyez sur le bouton « J'aime ». Partagez cette vidéo avec un ami qui apprécie une histoire profondément humaine. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de récits ancrés et émouvants. Laissez un commentaire ci-dessous. Qu'auriez-vous fait à la place de Thomas?